Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Viviana. Je suis ici pour vous apporter tous les outils nécessaires pour aller au-delà de votre vie, pour trouver la vie et l'amour. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale qui m'a fait l'honneur d'être présente aujourd'hui pour partager avec vous tous ces outils aussi qui lui ont permis d'aller au-delà des difficultés de la vie. Je vous laisse présenter et je vous présente Elena. Hello à tous, bonjour Viviana, je suis super contente de pouvoir partager ce temps avec toi, avec tes abonnés. Merci beaucoup pour ton invitation, je suis vraiment super touchée de pouvoir être là aujourd'hui avec vous. Elena, aujourd'hui, si je t'ai invitée sur ma chaîne, c'est pour partager à toutes ces dames et messieurs un peu ton parcours de vie Mhm. sentimental. Et Oui, grâce à la voix, grâce à ton expertise, car Elena est coach vocal, comment c'est tu ça. as fait pour aller au-delà de tout ça et te reconstruire? Je te laisse du coup te présenter. Je me présente, oui, très rapidement. Alors, je m'appelle Elena Hurstel et je suis coach vocal depuis très longtemps, parce que j'ai commencé ma carrière, alors non officielle. J'avais 12 ans et je dirigeais une petite chorale d'enfants, donc j'ai vraiment eu cette passion pour l'enseignement, la transmission depuis très jeune. Et ben, j'en ai fait mon métier. J'ai commencé à travailler vraiment dans ce domaine-là à partir de 19 ans. Donc je suis bientôt à, je suis à ça, on va dire, de fêter mes 10 ans de carrière. Donc je suis super contente et contente de pouvoir continuer à accompagner les personnes maintenant en ligne. À cause de tout ce qui se passe en ce moment, je me suis complètement convertie en ligne pour pouvoir toucher encore plus de monde. Et voilà, j'ai rencontré Viviana dans ce cadre-là, en fait, dans ce cadre de YouTube, de ce transfert digital. Je pense que tu l'as vécu comme ça toi aussi, Viviana. Aussi, oui. Et, euh, et oui, comment dire ça? Oui, ben, un peu comme tout le monde, je pense qu'il nous arrive des choses un peu difficiles. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la musique, ma voix, qui est donc mon métier, mais qui a été une passion depuis petite. Ça a été vraiment pour moi un moyen de m'exprimer, un moyen d'exprimer mes douleurs. Et j'ai envie de dire un moyen aussi de me sortir la tête de l'eau. Un moyen où ça m'apportait beaucoup de bonheur et beaucoup de réconfort dans des moments de profonde solitude, je dirais. Si j'ai du coup invité Elena, c'est que comme vous le savez, j'ai moi-même traversé donc des difficultés dans ma vie. Et pour moi, c'était beaucoup la chanson et la musique qui a fait que Mm, je me suis introvertie pour mieux avoir ce mindset de guerrière, mm, d'avoir cette force en moi pour aller au-delà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais inviter Elena, car on a ce point-là en commun, entre autres. Et je trouvais plutôt une plus-value pour, du coup, pour faire part de son interview, son témoignage, pour que mhm. vous aussi, vous puissiez vous retrouver dans tant mon histoire que la sienne, pour pouvoir vraiment aller au-delà des difficultés au niveau affectif, parce que parfois, on attire des personnes que la vie nous fait qu'on doit gagner de l'expérience avec certaines circonstances de la vie. Mais qu'on peut aussi, en fait, et on doit, en fait, se libérer pour vivre pleinement notre vie. Ouais, complètement. Je pense que tu as vraiment raison et c'est super que tu fasses cette chaîne, que tu fasses ces vidéos-là parce que je pense que c'est pas encore quelque chose de d'automatique pour les gens de se relever et d'aller au-delà. Surtout quand on a vécu des choses difficiles, il y a beaucoup de gens qui se disent bon bah voilà c'est mon identité, c'est comme ça pour toujours et puis tant pis. Euh, et on a beaucoup de mauvaises identités, de mauvais post-it, moi j'aime appeler ça. Et je trouve ça super que grâce à tes vidéos et grâce à ta chaîne, tu montres que ben non, en fait, on peut être un phénix, on peut renaître de ses cendres et on peut vraiment aller au-delà de tout ça. Et moi, je trouve ça admirable, donc vraiment bravo pour ce que tu fais. Et Merci. puis, ben, comme tu le disais, je pense qu'il existe autant de moyens de se relever que de personnes. Et voilà, après, en fonction de sa sensibilité, en fonction de son expérience, ben, on choisit ceux qui nous parlent le plus. Et pour toi et moi, celui qui nous a beaucoup parlé, c'est la musique. Et au-delà de ça, le chant. Enfin, moi, en tout cas, la voix, le fait de chanter, de m'exprimer, c'est effectivement quelque chose qui, depuis toute petite, m'a vraiment aidée à surmonter les choses difficiles de la vie parce que j'ai trouvé là-dedans un réconfort, un moyen d'expression. Et quand je dis un moyen d'expression, je ne sais pas si ça te le faisait aussi, Viviana, mais souvent je suis tombée sur des chansons qui m'ont accompagnée pendant un laps de temps parce qu'en fait, je me disais, mais ces chansons-là,
elles mettent le doigt et elles mettent les paroles sur exactement ce que je suis en train de vivre. Et je trouve que c'est la force des chansons et de la voix, c'est de réussir à se retrouver dans une situation par des paroles d'une chanson, par le témoignage peut-être d'un chanteur ou de quelqu'un, et ensuite de pouvoir se l'approprier à soi-même en moyen d'expression et de l'extérioriser avec des paroles qui ne sont pas les nôtres, mais qui justement nous aident à mettre des mots sur les mots, si je peux dire ça comme ça, sur nos souffrances. Et c'est ça, moi, qui m'a aidée. C'est d'avoir, par période de ma vie, des chansons, des textes, des artistes qui défendaient des idées qui finalement étaient les miennes, mais sur lesquelles j'arrivais pas à mettre les mots. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, si tu as vécu ça aussi. Oui, oui, alors pour moi, ça a vraiment été ça et parfois c'est inconscient. Là, lorsque j'ai commencé à écrire mon livre, faut savoir que chaque chapitre de mon livre est une chanson et une citation. Et la Ah, chanson, en fait, génial. a à voir avec le chapitre de l'événement Waouh. de ma vie. Et en fait, je cherchais les chansons, puis je regardais les traductions parce que moi, l'anglais, ça Mm, fait. Et je me dis, mais en fait, voilà pourquoi j'écoutais ça pendant X années. Et voilà, en fait, pourquoi exactement. j'avais Oui. tant de force et de mental pour aller au-delà des difficultés de la vie. Et c'est vrai que moi, la musique, pour moi, ça me fait vraiment vibrer. C'est mon âme qui vibre. Et justement, quand j'étais dans une relation toxique, ben, malheureusement, inconsciemment, je chantais plus. En fait, Mm, il n'y a plus tellement cette envie de chanter, d'avoir la joie de vivre parce que j'étais ben, sous l'emprise d'un pervers narcissique, comme on dit, quelqu'un dans le trouble de la narcissité, n'est-ce pas? mhm. Et du coup, c'est une fois que j'ai eu le courage de m'en libérer, que j'ai commencé à extérioriser toute la haine, toutes les émotions négatives pour me Ouais. reconstruire, en fait, pour me libérer et me retrouver moi-même, pour pouvoir me dire, mais en fait, ça, c'est pas toi. Mhm. Ça, tu l'as attiré parce qu'il y a eu ça. Tu C'est as eu un ça. environnement toxique, donc du coup, tu as attiré à toi quelque chose qui te faisait travailler sur le pourquoi tu étais bloqué. Mhm. Et maintenant, bah, tu peux enfin vivre ta vie. Et c'est vrai que ça a été vraiment une grande reconstruction pour moi, quoi. Tout à fait. Alors pour rebondir sur deux choses que tu as dites, la première sur le choix inconscient des chansons. Ça, alors j'ai presque envie de donner un exercice aux gens qui vont regarder cette vidéo. Posez-vous la question, quelle serait la chanson que vous chanteriez tout de suite, dans l'instant, sans réfléchir? Et en fait, donc, je suis diplômée de l'école de Richard Cross à Paris et on a fait un séminaire sur la mécanique et la symbolique, c'est-à-dire quand la mécanique ne fonctionne pas. Donc, nous, en tant que coach vocal, quand, quand on essaye de donner un exercice ou une technique particulière et que ça ne fonctionne pas, qu'on aille voir en fait la symbolique qu'il y a derrière pour les chanteurs. Et en fait, bref, dans ce séminaire-là, il nous a posé cette question-là à chacun. Et moi, c'était quoi? Allez, 1 an et demi après ma sortie, moi j'appelle ça ma sortie du désert. C'était ma sortie de relation avec un pervers narcissique. Et ça faisait 1 an et demi que j'étais sortie. Et pareil, il nous demande bah, quelle est la chanson que vous chantez tout le temps ou celle qui vous vient la première. Alors chacun on avait, et on s'est tous regardés, on a tous commencé à pleurer parce que ça, ça mettait la lumière sur quelque chose d'inconscient qui, euh, qui était très fort et qui nous représentait à ce moment-là de notre vie. Et moi, ma chanson, c'était une chanson qui s'appelait Song of Freedom. Et c'est hyper fort, en fait, quand tu regardes ça. Surtout que c'est une chanson de Liz McComb qui dit I've been in the wilderness too long. J'ai été dans le désert si longtemps. Donc là, pour faire encore le lien avec ce moment de ma vie que j'appelle le désert, enfin, c'était complètement fou les paroles. Et ça dit And I'm free, I'm free, I'm free. Et en fait, quand j'ai réalisé les paroles, je me suis dit, mais c'est quand même fou que bah moi en fait je chantais ça parce que j'aimais bien cette chanson, parce que j'animais des chorales de gospel, parce que j'avais rencontré Liz McComb. Et en fait de lire les paroles, on était tous là à se regarder, à se dire non mais c'est un truc de fou. Et il y a plein de fois, enfin moi je l'ai vécu encore après avec mes coachés plein de fois, où en fait la plupart du temps les choix inconscients de nos chansons révèlent soit les choses dans lesquelles on est embourbé, soit nos combats inconscients, et du coup c'est un outil, c'est un levier juste incroyable. Donc depuis chez vous, ça peut être un super exercice de juste vous poser la question, mais ça serait quoi la chanson que je chanterais maintenant, parce que c'est hyper révélateur en fait. Et pour rebondir ensuite à ce aussi pourquoi tu m'as invité, pour partager un petit peu mon histoire, etc. Pour rebondir à ce que tu disais, où tu disais que tu chantais plus pendant ta relation avec ton ex-compagnon PN.
Moi, c'était encore plus vicieux que ça, en fait, parce que c'était quelqu'un qui savait que je chantais. Moi, j'étais très jeune quand j'ai commencé cette relation-là, j'avais 16 ans. Et lui, il était beaucoup plus âgé, il en avait 22. Et moi, j'avais déjà une carrière de chanteuse. C'est-à-dire que j'avais des chansons sur YouTube. Enfin, ça fonctionnait très très bien pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une première partie avec soprano. Donc un truc de fou, hein. Moi, j'habitais Strasbourg, 10 000 personnes, je devais faire la première partie de soprano. Et en fait, il m'a dit oui, oui, j'arrive, oui, oui, j'arrive, oui, oui, j'arrive. Il devait me chercher parce qu'il devait m'accompagner à la guitare. Il est jamais venu. Il est jamais venu me dire oui, oui, j'arrive, oui, oui, j'arrive. Donc moi, j'avais les mecs du concert qui m'appelaient en mode Elena, t'es où? Elena, t'es où? Elena, t'es où? Et moi, j'ai dit oui, oui, j'attends mon guitariste, j'attends mon guitariste, j'attends mon guitariste. Le guitariste n'est jamais venu. Et en plus, c'était mon mec, donc trop la honte, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'1 heure, 2 heures, je l'appelle parce que j'avais plus de nouvelles. Et là, il décroche le téléphone, il éclate de rire. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu crois, ma pauvre fille? J'ai même pas quitté mon canapé, hein. Mais tu crois vraiment que moi, existant, je te laisse monter, faire ta belle avec soprano et compagnie? Il m'a dit, mais jamais de la vie. Et là, c'était le début de la relation, tu vois. Et il me dit, mais faut que tu choisisses, hein, c'est moi ou ta pseudo-carrière, etc. Et ça a été le démarrage. Et en fait, juste après ça, il m'a plus parlé pendant 1 semaine. Et là, en tant qu'hypersensible, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est ma faute. Je me suis remis en question et tout ça et tout ça. Donc, j'ai exactement vécu la même chose que toi, en fait. C'est-à-dire que au-delà de plus chanter, moi, j'avais plus le droit. Parce que comme quelque part, j'étais meilleure que lui dans un domaine, Ouais. ça l'insupportait. Et donc, du coup, j'avais plus le droit d'exister, plus le droit d'être moi-même, en fait. Ouais, je comprends tout à fait ce côté de... En fait, on fait une petite parenthèse parce que beaucoup de personnes banalisent Ouais, les PN, c'est la mode. Le PN, en fait, vraiment. c'est un trouble, vraiment, c'est diagnostiqué, hein. C'est vraiment Ouais, le trouble du comportement narcissique. C'est un trouble psychologique que malheureusement, alors eux, ils n'ont pas conscience, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attirer à eux, ils vont choisir leur proie. Euh, pour Elena, elle avait un atout que lui, il n'avait pas, c'était le mm, chant, la carrière, un futur où lui, en fait, n'a pas assez d'estime de lui et de confiance en lui. Et moi, c'est par ça. rapport à, comme vous avez pu voir dans mon autre vidéo, moi, c'est le fait que je suis quelqu'un qui a 2 maladies et malgré ça, je suis hyper indépendante, hyper Mm, sûre de moi mm. et hyper... et du coup, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont... ça, c'est vraiment une généralité. Donc, vous vous retrouvez, si vous êtes dans cette situation-là, pour fuir. Ouais. Et en fait, il va vraiment essayer de vous culpabiliser Mm. et de vous dire, de vous mettre en doute. Ah, mais du coup, et en fait, ce qui va se passer, c'est quand ils vont préparer le filet. Et en fait, au tout début, vous dites, ah, mais du coup, c'est peut-être quelqu'un de nouveau, une nouvelle relation. Donc, peut-être c'est moi qui est fautive. Et du coup, en fait, dès que vous C'est tombez ça. la première, vous êtes fini. C'est ça, exactement. Et du coup, Elena, Je- pour toi justement, ça a été quoi, enfin, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelles ont été vraiment les caractéristiques et qu'est-ce qui a fait que, enfin, comment ça s'est déroulé en fait du coup de la prise de, enfin, du début de la relation jusqu'à la prise de conscience. C'est pas chacun de nous, Ouais, certes, la personne, euh, elle est typée, mais il y a vraiment il y a 3 types en fait de pervers narcissiques. Et du coup, pour d'accord. toi, enfin, chez toi, comment ça se traduit pour que les personnes qui voient ça, Oui, si elles sont dans cette situation-là, en fait, pouvoir se oui, rendre complètement. compte qu'il faut qu'elles partent et puis qu'elles se libèrent de ce type de personnage. Ouais. Alors en fait, moi j'étais dans une grande, grande, grande détresse avant. C'est-à-dire que j'avais des relations très compliquées avec mes parents. Je venais de me séparer d'une autre relation qui a été catastrophique à tout point de vue. Et en fait, je... il est arrivé un moment de ma vie où j'étais au 36e dessous, où j'avais plus d'espoir, où je me suis dit que je valais rien et que j'avais beau faire des super projets, faire tout ça, j'avais un besoin d'un sauveur. Clairement, j'étais vraiment dans une telle détresse que j'avais vraiment besoin d'un sauveur et il est arrivé comme tel, en fait. Il est arrivé, mais très sincèrement, avec un cheval, quoi. Il y avait la coiffe, l'épée, enfin la complète, quoi. On avait la panoplie du super-héros. Et du coup, voilà, ça n'a pas été très difficile pour moi de tomber là-dedans. En plus, voilà, comme j'ai eu un papa qui était très peu présent, j'avais une dépendance à l'avis masculin, au fait d'être remarqué, approuvé, valorisé.
par les hommes parce que j'avais jamais eu ça. Et du coup, voilà, dès qu'il me faisait un battement de cils, pour moi, c'était bon, quoi. Donc, voilà, j'avais toutes ces épines ou toutes ces choses de la vie qui ont fait que j'étais comment dire, la victime parfaite, en fait. Et que lui, ben, il avait plus qu'à tisser tout le reste autour et c'était réglé. Et du coup, euh, étant donné que j'étais dans cette situation-là tellement critique, ça n'a pas été difficile pour lui de construire parce que je suis restée avec lui pendant 3 ans et demi, ça n'a pas été difficile pour lui pendant ces 3 ans et demi de tout construire parce que j'avais personne de l'autre côté. Mes parents, c'était la guerre, j'ai pas de frères et sœurs, je suis fille unique. Mes amis, au fur et à mesure, il m'a dit qu'ils valaient rien et en plus de ça, c'était la fin, on s'est rencontrés dans la fin de ma seconde et voilà, j'avais changé de lycée, j'avais plus d'amis, donc voilà, c'était très compliqué. Donc j'avais personne. Et du coup, ben, ça a été en sa faveur. Et en plus de ça, il m'a montré un modèle parfait. C'était un truc de fou, c'est-à-dire que j'allais de temps en temps chez lui, c'était la petite maison dans la prairie, quoi. Il y avait les frères et sœurs, ils se serraient les coudes, le papa qui était là, enfin, c'était un peu la famille parfaite, tu vois. Et du coup, mais moi, je pense que je me suis attachée à ça aussi. C'est-à-dire que j'étais très attachée à la personne, et évidemment, j'étais très amoureuse de la personne, mais j'étais dépendante de tout ce qu'il m'offrait, en fait. Parce que c'était des choses que j'avais cruellement manqué dans toute ma vie. Et en fait, j'ai vraiment pris ça comme un signe de allez, c'est mon tour. C'est mon tour, c'est maintenant. Je vais avoir toutes ces choses que j'ai jamais eues, en fait. Et, euh, et puis, ça m'a poussée, en fait, à une relation où, ben, comme j'avais ça, c'était la carotte, tu sais, la carotte du pays imaginaire. Et donc, du coup, ben, oui, mais bon, il faut que tu me fasses passer moi en premier. Donc, bon, tes amis, tu les verras pas ce soir, tu vas me voir moi. Et puis, oui, puis ta famille que tu vois tous les week-ends, bon, allez, tu vas venir chez moi le week-end. Et puis, en fait, il a grappillé comme ça au fur et à mesure. Et en quelques mois, hein, ça a été très, très vite. En quelques mois, j'avais plus accès à rien. Et je me rappelle même, tu vois, qu'il m'avait acheté un ordinateur, un MacBook. À toi aussi. Et ouais, il m'avait acheté un MacBook parce que moi, c'était mon rêve d'avoir un MacBook à ce moment-là. Au bout de 2 semaines, il me passe un appel parce que, je sais pas, j'avais fait un message sur Messenger à un copain de ma classe pour lui demander les devoirs ou je sais pas quoi. Il me fait un message et il me dit, écoute, non, il m'appelle, il me dit, écoute, c'est simple, ton MacBook, tu le remets dans le carton et tu mets du scotch par-dessus. Et je viendrai le chercher demain matin. Et puis à côté de ça, tu me mets une feuille avec tous tes codes. Donc mes codes de YouTube, parce qu'à ce moment-là, j'avais une chaîne qui cartonnait avec des milliers de vues parce que j'étais dans la musique, comme je l'ai expliqué avant, avec mes codes pour Skyrock. J'ai l'impression d'être une vieille quand je dis ça, mais j'avais un blog avec les codes MSN, avec les codes Facebook, tous mes codes, je devais les mettre dessus. Et donc, je me suis absolument exécutée parce que je n'avais pas le choix. Et voilà, ça s'est enrôlé comme ça au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et puis, ben, à un moment donné, j'ai commencé à être un peu plus grande et donc ben, j'ai décidé de déménager avec lui. Et à partir de là, ben, nos limites en fait. Parce que, ben, encore quand j'étais chez mes parents, il y avait ce filtre de la distance, même s'il y avait une grosse pression psychologique sur plein de choses. Ben, une fois que j'habitais avec lui, plus de limite, quoi. Plus de limite, plus de limite. Et donc, ça a été de plus en plus loin dans tout type de violence. Ça a été, voilà, ça a été jusqu'à me laisser seule pendant des soirs et des soirs dans l'appartement. Enfin, voilà, ça a été des années très difficiles de ma vie. Et comment je suis sortie de là? En fait, j'étais incapable de sortir toute seule. C'était pas possible. Et je pense, juste pour une petite parenthèse, peut-être pour les personnes qui vivent ça de l'extérieur ou des personnes qui comprennent pas pourquoi les victimes ne sortent pas si elles sont mal, j'aimerais juste vous dire que c'est pas possible. Parce qu'en fait, on est bâillonné dans tous les sens. On est emprisonné psychologiquement et on a de la menace, on a une épée de Damoclès sur la tête, on ne peut pas. Donc je pense qu'il faut juste euh, dire aux gens que c'est pas si facile que ça, c'est pas je prends la porte et je me casse, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà, il en va de notre survie, on le sait très bien, que ce soit mental ou que ce soit physique. Donc il faut juste faire attention à ce genre de raccourcis qui peuvent être très destructeurs pour les victimes. Donc si vous, dans votre entourage, vous avez des personnes comme ça, juste aimez-les. Aimez-les, soyez là, n'ayez pas de jugement. Et c'est ça qui va faire la différence, parce que le jour où il y aura un tout petit écrin de sortie,
elles vont avoir besoin de vous. Et moi, ça a été mon cas. Parce que moi, j'étais face à un mec qui avait mes multiples dépendances archi glauques. Et l'une de ses dépendances très glauques, c'était qu'il aimait bien discuter avec des mecs en se faisant passer pour une fille pour les arnaquer. Donc avec mes photos par exemple, et il les arnaquait en se faisant passer pour moi et en parlant en mon nom, etc. Donc des trucs, tu te doutes bien qu'il jouait pas au Monopoly, hein, donc des trucs hyper sales, hyper glauques. Et donc il me demandait à moi de trouver des nouveaux mecs pour sortir avec eux. Donc à peine pas Mac, tu sais, hyper glauque, mais hyper glauque. Et donc, je me rappellerai d'un matin où il est venu sur mon lieu de travail. J'avais pas mon téléphone portable parce que j'avais plus ma carte d'identité, j'avais plus ma carte bancaire, j'avais plus mon téléphone, j'avais plus rien. Et un matin, il arrive sur mon lieu de travail, il me balance mon téléphone et il me dit: t'as jusqu'à ce soir pour te trouver un mec pour sortir. Angoisse. Et moi, en fait, je pense que ce qui a été le plus difficile et ce qu'il a été encore après, c'est que du coup, j'étais face à un trouble de la personnalité. C'est-à-dire qu'en même temps, je savais que moi, foncièrement, mais what the fuck, jamais de la vie, pourquoi tu me demandes de faire ça? C'est pas du tout ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un, je vais t'en mettre une, parce que moi, j'étais comme ça. J'étais un peu caractère fort. Et en même temps, de l'autre côté, t'as pas le choix. T'es obligé de te fondre dans comment dire, le moule de ce que lui il veut, parce que sinon tu survis pas et tu sais que. Et du coup, au fur et à mesure, tu te demandes qui tu es. Est-ce que je suis la personne qui m'oblige à être pour survivre, ou est-ce que je suis la personne qui veut pas de ça, qui est dégoûtée par ce genre de truc? Enfin, moi, c'est la chose de laquelle j'ai le plus souffert, ce trouble de la personnalité. Et du coup, il me balance mon téléphone. Et là, je me retrouve sur Facebook à faire le marché. C'est le catalogue. Et ce qui était très rigolo, c'est que je tombe sur un gars. Et c'était le portrait craché d'un héros d'une série que j'étais en train de regarder. Et en fait, c'était une nana qui venait de se séparer de son mari parce qu'il la trompait. Et en fait, ce gars avait été son sauveur. Voilà, on répète toujours le même schéma du sauveur. Il était avec elle, voilà, il l'aidait à remonter la pente, il l'aidait, tout ça. Et c'était son portrait craché. Donc moi, évidemment, phase inconsciente, j'ai fait un transfert, j'ai fait un parallèle, donc je contacte ce mec. Je dis voilà, salut, est-ce qu'on pourrait pas aller boire un verre et tout ça. Le mec, archi sympa, ouais, on se voit ce soir, etc. Donc le soir même, moi, le s'ouvrir jusque-là, parce que le gars, il était pas du tout bizarre, il était super gentil. Et je vais au rendez-vous. Et là, c'est la première fois de ma vie que je suis face à un homme, parce que moi, mon père m'a jamais valorisé. Au contraire, mon père s'est moqué de moi depuis que je suis petite. Même encore aujourd'hui. Bon, voilà, aujourd'hui, ça me fait rigoler parce que je sais comment il est, mais voilà, je me retrouve face à un mec qui me valorise. Tu vois, waouh, mais comme t'es belle. Oh, ah ouais, t'es hyper intelligente. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est à moi qui parle. Je me retournais. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je découvrais qu'un homme pouvait me parler comme ça. Et donc, du coup, on est resté à parler, mais jusqu'à, je sais pas, 4 heures du matin, quoi. Et c'était incroyable. Je me suis sentie, mais hyper bien. Et du coup, je suis rentrée chez mon copain de l'époque, donc le fameux pervers narcissique. Et il me dit alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait et tout Puis moi, pour brouiller les pistes, je dis ouais, non, c'est pas trop bien passé, machin et tout. Il m'a dit je m'en fous, t'y retournes demain, machin. Et du coup, moi, j'étais contente parce que je dis ouais, j'y retourne demain. Et du coup, j'y retourne le lendemain. Et le gars m'a emmené à la patinoire, il m'a emmené au resto. Non mais, moi, j'avais jamais vécu ça, mais une princesse, quoi. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'a permis de sortir. Et du C'est-à-dire coup, que, tu as pu comparer qu'en fait, à la maison, c'était néfaste et en fait, ailleurs, quelqu'un exactement. faut te valoriser pour ce que tu étais. Mais c'est ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que moi, j'avais l'impression de vivre un film. Vraiment. Pourtant, c'est des choses de la vie de tous les jours très simples, tu vois. Mais comme je l'avais jamais vécu, j'ai l'impression de vivre dans un film. Et quand je rentrais à la maison, je me dis, mais comment je vais faire? Et en fait, je savais que je pouvais pas partir. Même si je vivais un super film à côté, même si j'avais le déclic, je savais que je pouvais pas partir parce que je savais que j'y laisserais ma vie. Il était dans un réseau hyper mafieux. Enfin, je passe les détails, mais voilà, je savais que je pouvais pas sortir. Et en fait, un soir, il me dit ouais, fais-moi des photos du truc avec ce mec et tout ça. Et donc du coup, je lui envoie juste une photo de sa main dans la mienne, comme ça, et je coupe mon téléphone. Parce que je me dis, sinon, il va me harceler à me demander des trucs chelous, c'est pas la peine. Je coupe mon téléphone et je reste toute la nuit chez ce mec. Il s'est rien passé, il a été très sympa, voilà, il s'est vraiment rien passé. Mais j'étais contente de juste. Je vivais un peu un rêve éveillé, j'avais pas envie de percer cette bulle en fait.
et je rentre le lendemain matin. Et je savais que ça allait très mal se passer, hein, je le savais d'avance. Je rentre le lendemain matin. Et j'avais envie de dire à ce gars, s'il te plaît, attends parce que je vais me faire tabasser. Mais je ne l'ai pas dit. Parce que je voulais pas le mêler à ça. Et ça n'a pas loupé, je rentre, il m'attendait. Hein. Il m'a arraché mon téléphone et mes papiers, mon sac et tout ça. Il l'a balancé dans la baraque, il a fermé à clé, il m'a balancé dans les escaliers en carrelage. Peut-être la première, donc je vous imagine l'état dans lequel j'étais. Il m'a mis devant la porte, il a fermé à clé, il m'a laissé là comme ça, puis il m'a dit à ce soir. Donc voilà, là a commencé mon processus de sortie parce que en fait moi de mon plein gré je pouvais pas sortir. Et en fait ce jour-là je devais partir en stage avec des coachés. J'étais déjà coach à l'époque. On devait faire un stage de gospel en Alsace et elles viennent me chercher. Puis elles me disent comme ça, bah, elles sont où tes valises? Puis moi, ça faisait 2 heures que j'étais dans la rue, comme ça, en train d'attendre qu'il veuille bien revenir. Et puis, bah, je leur dis, ben non, on s'est pris la tête, vous inquiétez pas, je vais l'attendre sur le pas de la porte jusqu'à ce soir. Voilà, je joins au stage. Et elles m'ont dit, c'est hors de question. Et heureusement qu'elles ont été là parce qu'elles m'ont clairement sauvé la vie. Elles m'ont dit, c'est hors de question, tu montes avec nous, on va essayer de le raisonner, et puis sinon, on trouvera une solution. Évidemment, on l'a pas raisonné, hein. Et à ce moment-là, elles m'ont dit, bon, bah, c'est qui qu'on peut appeler? Qui c'est qu'on peut appeler pour t'aider? Et j'ai dit, bah, on peut essayer d'appeler ma mère, mais ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles. On a été chez ma mère, et c'est pour ça que je disais avant, juste aimer ces gens-là et soyez là pour eux. Ma mère a pas dit un seul mot. Elle m'a pris une valise à elle m'a mis ses affaires, elle m'a donné un téléphone, et je suis partie au stage. Pas un seul mot. Elle m'a juste préparé des affaires, et j'ai pu partir. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir. Évidemment, la fin du stage est arrivée. À la fin du stage qui est arrivé, il m'attendait parce que il avait toutes mes coordonnées, il savait qu'on avait un mariage, qu'on chantait pour un mariage. Il m'attendait devant l'église du mariage, comme ça, euh, Ah ouais, c'est avec ses digne d'un lunettes film. noires et tout. C'est digne d'un film, cette Ah non, mais histoire. c'est un film. Ah non, mais, non, mais c'est clair. J'ai été, heureusement, toute ma chorale a fait un peu les gros bras et tout, mode garde du corps, donc il m'avait approché. Il nous a suivis au vin d'honneur et il a tapé un scandale au vin d'honneur. Et donc, du coup, je me dis, bon, c'est quand même nos clients, on va éviter les scandales. Donc, j'ai été avec lui et j'étais avec ma meilleure amie. Et j'ai juste dit à ma meilleure amie à ce moment-là, si tu veux que je reste en vie, reste avec moi. Et donc, elle est restée avec moi jusqu'au bout. Il lui a raconté des horreurs pour pouvoir la déposer chez elle, lui retourner le cerveau, etc. Elle a, elle a, elle est restée avec moi dans la voiture. Et du coup, pour pouvoir sortir de cette relation, il fallait que je passe devant le père. Parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a un truc un peu bizarre qui se passe dans cette famille. Donc je suis amenée devant le père. Et donc mon ex-compagnon PN dit à son père, voilà, elle veut partir, qu'est-ce qu'on fait? Réseau, quoi. Le truc, avec le recul, ça fait hyper réseau, tu vois. Un peu Et mafia africaine, non? ah non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et puis il se tourne comme ça vers son fils, il se chuchote 2, 3 trucs dans les oreilles, et puis il dit, allez, c'est bon, laisse-la partir. Et donc, il me ramène chez moi. Enfin, il me ramène chez ma meilleure amie. Il me donne mes papiers, mon téléphone et ma carte bancaire. C'est tout. Pas d'autres affaires. J'avais toutes mes affaires chez lui, parce que je vivais avec lui. Hein. Et puis, il claque le coffre de la voiture et puis il me dit, t'es sûr de toi? T'es vraiment sûr de toi? Je dis, ouais, absolument. Je suis vraiment sûre de moi. Il me dit, ok, je vais te retrouver puis je vais te tuer. Je dis, ok, pas de souci. Tue-moi si tu veux. Moi, de toute façon, je préfère être morte que de continuer d'être avec toi. Et puis, j'ai eu le droit à chantage, à la manipulation pendant des semaines et des semaines. Il a essayé de revenir. Il est venu sur mon lieu de travail plusieurs fois pour me harceler. Enfin, ça a été terrible. Et son père m'a dit, je tiens mon fils, tu tiens ta langue. Voilà. Sauf que les années passant, il n'a pas tenu son fils. Et donc, du coup, j'ai été déposer plainte. Parce que c'était plus possible. Il me harcelait. Il continuait de me harceler encore 4, 5 années après. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop, on arrête les frais et ça suffit, quoi. Donc voilà. Waouh! Oui, Ouais. t'as réussi à t'en sortir grâce à, du coup, à la chanson, à tes Oui, amis, vraiment. à la voix. Bah, en fait, au-delà de tout ça, je pense que j'ai été tellement isolée que dans les derniers moments avant de sortir, euh, je... moi, je voyais pas d'issue, en fait. C'est-à-dire que la voix et la musique ont été là, mais j'ai envie de dire,
encore plus au travers de ma spiritualité, parce que je Mhm. suis chrétienne et je crois en un Dieu qui a toujours été avec moi et qui m'a sauvée de cette situation, puisque je priais tous les soirs en espérant sortir de là. Parce que du coup, je vous épargne le chapitre suicide, parce que forcément, j'avais tellement plus de porte de sortie que moi, le suicide était devenu ma seule porte de sortie. Donc évidemment, je compte plus mes tentatives de suicide à ce moment-là et après. Parce que à mon sens, et je pense qu'on pourra en parler, on ne parle pas assez du après. Oui. Mais, euh, mais oui, la musique a été très forte à ce moment-là. Mais quand la musique n'était plus assez forte, hein, quand ma voix n'arrivait plus à sortir, parce qu'à un moment donné, c'est plus assez, ben, il me restait ce qu'on appelle dans la spiritualité, ce qu'on appelle la louange, c'est la musique spirituelle, si je peux dire, donc la musique inspirée, ou voilà, les chants, comme les chants gospel, hein, les chants qui parlent de Dieu et de ce qu'il fait pour nous. Ben, moi, c'est ce qui me restait, et j'écoutais ça, et je m'accrochais à cette musique-là, à ces paroles d'espoir. Je m'accrochais à ça pour tenir et pour continuer. Et, euh, et, et, et ouais, c'est vraiment ce qui a fait la différence à ce moment-là. Parce que sinon, je pense que je donnais pas cher de ce que j'étais ni de mon avenir, en fait. Donc ouais, c'est vraiment ça qui a fait la différence à ce moment-là. En tout cas, quel témoignage. Et puis, ben, vraiment, pour les personnes qui nous regardent, fuyez. Ouais, c'est ça. Fuyez. Fuyer. Et le problème qu'on a avec ce fuyer, c'est que en fait, il y a autant d'histoires que de personnes. Et j'ai l'impression que même quand ils nous entendent, que ce soit la tienne ou la mienne d'histoire, les gens se Il disent faut qu'ils ah prennent, ben non, il faut qu'ils mais prennent conscience eux-mêmes. c'est ça, Moi, exactement. moi, ça faisait quelques mois que j'essaie de trouver des forces pour partir, mais je voyais qu'il n'y avait pas d'issue. Oui. Et en fait, ça s'est aussi empiré pour mon cas. Bien sûr, eux, ils sont très malins, ils empirent quand ils voient qu'on essaie de s'échapper. Et moi, en fait, j'avais toute la famille, en fait. Moi, c'était Hmm. tout le monde manipulé, quoi. Hmm. Et c'est en allant au Portugal que j'ai repris un peu des forces. Puis en rentrant, bah, j'ai vu qu'en fait, le comportement, ça n'allait pas du tout. Ouais, ouais. Et je me dis, mais en fait, plus je suis indépendante, plus en fait, ils essaient de mettre enfin, des barrières. Et en fait, moi, mon déclic, ça a été un soir, je m'en parlerai toute ma vie. Je préparais du riz fruto di mare. Ok. Et en fait, pour moi, on peut me faire tout le mal qu'on veut, mais on ne touche pas ma famille. Moi, mes Hmm. grands-parents, c'est sacré. Hmm. C'est sacré. Et ce soir-là, mon grand-père m'appelle et voulait lui parler. Moi, je voulais pas l'inquiéter, en fait. Moi, personne n'a su, en fait, cet environnement. J'ai caché pendant 1 an et demi cet environnement. Personne ne l'a su. Et ce soir-là, donc, il rigole avec mon grand-père, en fait. Et moi aussi, c'était par rapport à la tierce personne, parce que du coup, sa maman à lui le tenait bien, on va dire ça comme ça. Mhm. En gros, c'est moi qui commande sur mon fils, en gros, Ouais. toi t'es l'autre. Et t'es une merde. Hmm. Et ce soir-là, il rigole avec mon grand-père, et moi, j'observe ça. Et là, c'était, il raccroche, et j'écoute. Parce que moi, il est impressionnant. Voilà, on a peur, en fait. Enfin, on a peur. On veut C'est partir, ça. on a peur. C'est C'est une ça. peur inconsciente, en fait. Et ce soir-là, en fait, l'amour que j'ai pour mes grands-parents était plus fort que tout. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris la casserole et je me suis cassée. Avec la casserole. Voilà. Pas de souper, m'en fous. Et je suis allée chez ma mère et c'est là que j'ai tout dit, en fait, parce que j'étais pas au courant de ça. Et bon, Hmm. c'est un peu on va dire un environnement familial pas très sain. Mais moi, par rapport à toi, contrairement à toi, j'ai connu une belle histoire avant lui, en fait. Et je crois que c'est ça qui D'accord. a fait défaut, c'est que pour moi, c'était trop beau, en fait. Ouais, ouais. J'ai baigné dans un environnement de t'es malade, aucun homme voudra de toi, t'es malade, mais qui c'est qui ira avec toi à l'hôpital? Et en fait, quand j'ai rencontré Oh. mon premier copain, c'était une vraie histoire d'amour, un amour inconditionnel. Ben, c'était une relation cachée aussi. Et du coup, pour moi, c'était tellement idyllique que je me suis dit, oh, j'ai fait un rêve. Et du coup, j'ai atterri, Ouais. ben, tout le contraire, quoi. Ouais, Et ouais, moi, ce qui m'a carrément. permis de reconstruire, c'est justement mon premier copain. Hmm. Que j'ai contacté, enfin, j'ai quitté mon ex-expérience narcissique
en juillet. 3 jours après, par le miracle, j'ai réussi à... Alors, j'ai pas de numéro de téléphone, hein. J'ai réussi à recontacter mon premier copain. Et Mhm. c'est lui qui m'a aidé à tout... Enfin, à me retrouver moi, parce que j'avais complètement Mhm. perdu mon identité. Ah bah oui. Mhm. Et peu à peu redevenir la femme que je suis aujourd'hui. Et après, je sais pas si pour toi ça a été pareil, mais les flashbacks, parce que des fois quand tu es victime de ou maltraitance psychologique ou maltraitance physique, quelques temps après quand tu te libères, bah, tu as un peu des flashs, des terreurs nocturnes. Et moi là aussi, c'est mon premier copain qui m'a aidé à me reconstruire. Mhm. Ouais, 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 moi j'ai vécu ça pendant très longtemps. Les chocs post-traumatiques, alors ça a été de moins en moins fort, j'ai envie de dire, mais en fait, moi ça s'est matérialisé par les violences corporelles. C'est-à-dire que moi je me faisais taper dessus, hein, et en fait, le fameux sauveur, le numéro 2 qui est venu me sortir de cette relation, on a été en couple ensuite pendant 1 an ensemble, et c'était quelqu'un d'incroyable, hein, vraiment de très chouette, mais en fait, j'étais tellement dans la période de trauma que j'étais incapable de ressentir quoi que ce soit, j'étais incapable d'être amoureuse parce que j'avais de la gratitude et j'étais attachée à cette personne parce qu'elle m'avait sauvée, parce que c'était quelqu'un d'incroyable, vraiment un nounours. J'ai vraiment beaucoup de chance de tomber sur lui. Et en fait, un jour, sans faire exprès, on se chamaillait et il m'a tapé sur un endroit de la tête où j'avais l'habitude d'être frappée à côté. Dans la salle de bain, on avait un radiateur et j'avais l'habitude d'être tapée avec la tête contre ce radiateur. Et en fait, il m'a juste tapé à l'endroit exact où j'avais l'habitude de recevoir ces coups-là. Et en fait, ça a été comme un. Tu sais, quand tu appuies sur off, ça fait. Et là, tu vois, c'est le même état que quand tu rêves, tu sais, t'es ailleurs en fait. Et il avait beau faire ça, faire ce qu'il voulait, j'ai été ailleurs pendant bien une journée, pendant bien 24 heures. Lui, ça l'a fait hyper flipper parce qu'il est en train de me dire qu'est-ce qu'elle fait. Mais moi, j'étais comme ça. Et il n'y avait plus rien qui se passait. Et donc au démarrage, ça a été comme ça, des chocs post-traumatiques, ça a été une journée. Et puis au fur et à mesure, c'était un peu plus court dans les derniers temps, parce que ça a duré jusqu'en début 2019. Donc de 2013 à 2019, tu vois, ça fait quand même beaucoup. Ça a duré, et dans la fin, ça a duré peut-être 2 heures. Donc on est loin des 24 du début. Et moi, ce qui m'a sauvée, ça peut potentiellement être une piste, et je pense que tu le connais en tant que thérapeute, c'est le MDR. Ouais. Parce que j'étais suivie par une psychothérapeute à ce moment-là. Et j'arrêtais pas de lui dire, voilà, j'ai ces chocs post-traumatiques avec les copains que j'avais ensuite, dès qu'ils haussaient la voix contre moi ou dès que voilà il y a de la violence physique, etc. Parce que malheureusement, je suis retombée 1 ou 2 fois à plus petite échelle, mais sur ce genre de comportement. Et ben, je basculais dans ces chocs post-traumatiques. Et ce qui était très compliqué pour moi, c'était que dans ces moments de veille, j'ai appelé ça comme ça, mais il y avait un espèce de CD qui tournait de mais t'es qu'une merde, mais pourquoi t'es là? Mais arrête de vivre. Allez, regarde, il y a la fenêtre, saute par la fenêtre. Donc c'est très dangereux pour moi, ma santé, parce que c'était typiquement dans ces moments-là que je faisais des tentatives de suicide. Et le MDR m'a vraiment permis de me libérer de ça. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le MDR, ne me demandez plus ce que c'est exactement l'acronyme, En fait, mais c'est c'est le ça. fait que les hémisphères droite et gauche puissent en fait coïncider pour qu'en fait le cerveau revienne à la réalité et pas, enfin, Est-ce que tu sais ce que c'est l'acronyme EMDR? Je sais plus, c'est euh, Eye c'est Movement. C'est pas Eye Movement oui. quelque chose. Vous irez regarder EMDR En tout sur cas, Google, une etc. chose, je relève juste que Léna l'a dit, il Oui, faut surtout se faire suivre par une psychologue. Enfin, une fois que, alors, pour ceux qui sont déjà suivis avant, il faut en parler depuis le début oui. à votre psychologue. Dès que vous avez des Ah comportements ouais. dans la relation bizarre, vous en C'est parlez. ça. Moi, Ouais. ça a été une aide, mais c'est surtout une grande aide pour vous reconstruire, en fait, de pouvoir stabiliser ce stress, parce que ce stress post-traumatique, ça peut être vraiment très, 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 très compliqué, et ça peut vraiment vous mener à justement avoir des idées noires, et ne plus vous recentrer sur vous et Mm, vraiment être attaché à cette expérience qui en fait n'est pas vous et vous ressentir coupable. Enfin, tous ces c'est ça. phénomènes-là un peu post-traumatiques, C'est ça. un peu être victime, enfin aimer son gourou en fait, c'est un peu Mm, si on peut trouver ce schéma-là. Parce que des fois, ouais. il y aura des phases où votre cerveau va se dire, ah non, mais en fait je l'aime, mais en fait non. Mm, Et ces techniques-là mm, permet en fait de rationaliser les choses, de se dire que là maintenant, en fait, regarde ce qui s'est passé. Ok,
c'est pas toi. Voilà. Ça Mm. va être vraiment Ouais, moi je sais que ça m'a vraiment. Moi, c'est ce qui m'a aidé, hein. J'en avais entendu parler et j'étais contente de voir que ma psy était praticienne de l'EMDR parce que ça m'a complètement libérée et ça a été assez flagrant puisque j'étais dans une relation à ce moment-là et je crois 2 semaines après, on a eu une grosse dispute avec des stimuli qui auraient pu me faire glisser dans cet état-là. Et donc, du coup, comme j'avais l'habitude, j'étais presque prête à glisser, tu vois. Je sentais que ça allait arriver, hop. Et puis, je glissais pas, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai eu un fou rire. Et du coup, à côté, ils comprenaient pas parce que on était en pleine dispute, tu vois. Mais moi, j'ai eu un fou rire parce que je me suis dit, mais ça y est, en fait. Mais champagne, plus jamais j'aurais ce truc-là. Alors, c'est revenu à très à toute petite dose il y a un an suite à un autre stimuli, c'est revenu à une toute petite dose. Donc je sais que je dois avoir une vigilance là-dessus et à pas me laisser glisser, et potentiellement refaire une séance de MDR par rapport à ça, mais ça m'a profondément libérée déjà de tous ces chocs post-traumatiques et de cet état second en fait. Donc c'est hyper important d'aller consulter, effectivement, pour se libérer de tout ça, quoi. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens après tout ce combat Ouais, de guerrière? Parce qu'en fait, c'est une guerrière aussi, hein. Comment ouais, tu te sens? complètement. En fait, alors je me sens très bien. Déjà, commençons par ça, je me sens très bien. Je suis pas encore tout à fait libérée parce que j'ai le final combat qui m'attend, qui est une procédure qui est en cours. Et donc j'ai hâte de pouvoir clôturer ce chapitre de ma vie une bonne fois pour toutes. Peu importe ce que la justice va dire, je suis vraiment pas là pour. J'ai pas de ressentiment, j'ai pas de colère. Mais en fait, j'aimerais juste mettre un point final et sortir de ça, parce que les procédures sont très lourdes, sont très pénibles. Ils réapparaissent comme ça dans ma vie du jour au lendemain. Et il faut que je me remette là-dedans. Ils me redemandent des détails, alors que toi, tu essayes d'oublier par tous les moyens ce qui t'est arrivé. Donc voilà, c'est toujours un petit truc qui est pas trop loin. Donc pour être 100% libérée de cette chose-là, je pense qu'il va falloir que cette procédure se termine. Et c'est normalement bientôt, donc j'ai vraiment hâte. Mais sinon, je vais bien, heureusement. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur moi-même. Ça a été très difficile parce que, ben voilà, comme je te disais avant, on ne parle pas assez de l'après. On parle beaucoup de du pendant, d'identifier un pervers narcissique, d'identifier le fait qu'il faut sortir, etc. Mais on ne parle pas assez de l'après. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plein de femmes qui se relèvent jamais. Et c'est pour ça que j'admire vraiment ta chaîne parce que ça parle du fait de se relever, de renaître de ses cendres et c'est tellement important. Mais il faut l'accompagner, ça se fait pas tout seul. Non. Et voilà, je pense que moi, un de mes prochains combats va être justement de trouver une solution pour cet après. Pour cet après, parce que moi, c'est ce qui me tient à cœur. Vraiment, oui, le pendant, c'est difficile, mais moi, mon après a été plus difficile que le pendant, parce qu'il y avait toutes ces conséquences à gérer, toute cette identité qui était fausse. Et pour vous dire, hein, le travail d'identité, je l'ai fait il y a peut-être un an. Parce que, voilà, comme beaucoup, ben, tu travailles. Moi, je me suis réfugiée dans le travail. J'ai C'est ça. énormément Et travaillé après, tu es dans le pour pas déni. penser. Ouais, c'est ça. Tu es dans le Exactement. Pour déni pas penser. jusqu'à ce qu'en fait, Ouais, quelqu'un te rattrape. c'est ça. J'ai tout foutu sous un tapis. J'ai travaillé, 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 travaillé. Alors tout le monde était là, waouh, Elena, c'est un truc de fou. T'as vu tout ce que tu fais, mais t'es super jeune et ta carrière, gna gna gna. Ah, puis t'es super solaire. Bah oui, je faisais ma passion. En fait, j'étais heureuse de pouvoir faire ma passion parce qu'on m'avait interdit de la faire pendant des années. Donc évidemment que j'étais super solaire et heureuse. Mais à côté de ça, il y avait ma vie privée où là, mais c'était c'était Bagdad, quoi. Enfin, c'était même pas Bagdad, c'était comment c'était Pompéi, quoi. Des cendres et comment dire, des ruines, quoi. C'était hallucinant. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais 2017, j'ai vraiment décidé de commencer à rebâtir un petit peu tout ça. Et puis, je, je- j'ai rebâti, comment dire, des schémas presque similaires dans ma vie pro, puisque j'ai eu de grosses relations toxiques avec des femmes, cette fois-ci dans ma vie professionnelle. Donc, du coup, je me suis libérée de ça il y a un an. Et là, ça m'a vraiment fait un déclic de me dire, non mais, plus jamais, quoi. C'est bon. Même dans. Ça en est arrivé que je l'ai tellement pas traité, ou j'ai tellement pas été vigilante dans ma vie perso, que ça a été carrément contaminé ma vie pro. Mm. Euh, et donc là, j'ai dit stop et j'ai vraiment fait un boulot sur mon identité, sur qui j'étais, ce que je voulais, là où je voulais aller, ce que je méritais, etc. Et bien, du coup, aujourd'hui, ça va vachement bien parce que
ben, j'ai tout ça en face des yeux et ça me permet de savoir ce que je veux, où j'en suis et qui je suis. En fait, la presse, c'est de comprendre le pourquoi, comprendre pourquoi on arrive à un stade où on a des idées noires, pourquoi on est arrivé à un Ouais. point, etc. Et pour ça, Elena, ben, je suis là, hein, c'est pour ça que cette chaîne, elle est là, parce que pas beaucoup de personnes osent en parler, mais moi, je pars du principe que on a une vie trop courte et puis il faut vraiment aller au-delà de tout ça. Et les personnes qui sont victimes de violences conjugales, que ce soit physique ou même dans l'intimité, il faut partir et justement verbaliser parce que quand on souffre en silence parce qu'on a peur du regard des autres. Mm. Même si on est enfermé de nos amis, bah en fait, moi j'ai testé, hein, j'ai aussi dans ce cas-là, au début, je disais à ma meilleure amie et tout, puis elle me disait, ah, mais non, je te crois pas. Et en fait, du coup, j'ai fermé ma bouche. Et du coup, Mm. ça se traduisait par des attitudes de ma part agressives, mais parce qu'en fait, Mm. pour moi, enfin, pour moi, j'aide tout le monde. Donc, si la personne ne me croit pas, pour moi, Ouais. c'est un truc qui m'énervait. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et je Mm. t'invitais pour partager, du coup, Mm. ton témoignage parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui osent en parler et on a besoin d'aide, en fait. Moi, à l'époque, j'aurais voulu tomber Ouais. sur ce type de témoignage pour Mm. m'aider à aller Ouais. au-delà de ça, quoi. Et je pense que tu viens de dire quelque chose de très important et qui, moi, m'accompagne aussi encore un petit peu aujourd'hui, c'est le on me croit pas. Et tu vois, c'est idiot, c'est hors contexte, mais le week-end dernier, je suis allée à l'hôpital parce que j'ai mal réagi à ma deuxième dose de vaccin, on en parlait juste avant. Et tu vois, j'ai passé 8 heures dans le couloir de l'hôpital en insuffisance respiratoire, à avoir très mal à la poitrine. Et je me disais, il ne me croit pas. J'ai pété les plombs parce que je me dis, mais attends, je suis en train de suffoquer, j'ai mal à la poitrine, ils me foutent dans un couloir parce que ils se disent, allez, encore une qui simule. Mais en fait, ça m'a vachement touchée parce que en tant qu'ex-victime de ce genre de choses, on a cette forteresse, moi j'aime appeler ça, cette, cette vieille identité ou ce vieux schéma de on va jamais me croire. Et du coup, moi je suis arrivée là-bas et je me suis vue mise sur le bas-côté alors qu'ils avaient certainement leur raison et tant mieux. Mais moi j'en ai hyper souffert parce que je me suis dit on me croit pas. On me croit pas, on croit que je fais de la comédie. Et ça c'est quelque chose qui encore dans mon quotidien revient beaucoup. Je me vois très souvent dire à ma mère, c'est pas un caprice, vraiment, j'ai besoin de ça. Et elle me dit, oui, oui, il n'y a pas de souci, on te croit, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il y a vraiment ce problème-là avec ces victimes-là qui se disent, on va pas me croire. On va pas me croire, on va pas me croire, on va pas me croire. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui portent pas plainte, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent pas, parce que on va pas les croire. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que quand j'ai échangé avec les différents acteurs de ma procédure, euh, je leur ai dit des choses et ils m'ont dit, enfin, je leur ai donné des détails, je leur ai dit des choses, ils m'ont dit, mais s'il vous plaît, dites ça lors du procès parce que c'est les paroles d'une victime. C'est sûr, on va vous croire parce que vous allez dire ça et parce que ça, on ne peut pas l'inventer. Et en fait, je pense que moi, et je pense que ça va parler, et ça va te parler certainement, ce qui m'a fait beaucoup de bien dans cette procédure avant tout, c'est qu'on me dise, on vous croit, c'est ok, on valide ce que vous dites. Et quand moi, j'ai reçu mon avis à victime de la part du juge qui disait, voilà, c'est acté, vous avez vécu, parce que sur mon avis à victime, que j'ai reçu le papier officiel du juge, il y a, je crois, 14 chefs d'accusation. Enfin, c'est pas deux, quoi, c'est 14. Donc c'est gigantesque. Et en fait, quand j'ai reçu ça, il y avait le tampon. Et je me suis dit, ok, on me croit, c'est bon, je suis légitime d'être une victime. Alors déjà, je pense que c'est pareil pour toi. Être une victime, quand on essaye d'être une guerrière, c'est hyper difficile à entendre. Mais le on vous croit, je pense que ça a fait 90% de ma comment dire de ma guérison en fait et de là où j'en suis aujourd'hui. C'est de me sentir entendue et crue. Et je pense que c'est le grand problème aujourd'hui et pourquoi les gens parlent pas en fait. C'est ça, moi, pour ma part, pour terminer, ça a été parce qu'en fait, moi, j'ai occulté tous mes rendez-vous médicaux hein, pendant ces 1 an et demi. Ouais. Et j'ai fait des malaises cardiaques. En fait, la personne savait très Oh bien. là là. En fait, les médecins, parce qu'il a fait genre qu'il venait avec moi à l'hôpital, n'est-ce pas? Et les médecins lui ont dit, bah, écoutez, Viana, elle ne peut pas s'énerver parce que le cœur, bah, voilà, elle n'a pas eu dans un environnement de tension. Et puis, à la fin de la relation, justement, j'ai eu le temps que je puisse trouver un refuge pour partir, parce qu'on habitait Mhm. ensemble.
Quand je suis allée une fois partie de la relation, quand je suis allée chez le cardiologue, Mmh. il m'a trouvé amaigrie. Au niveau, heureusement, mon cœur, c'est un guerrier. Même avec des petits trous, il a survécu. Ça n'a pas Mmh. impacté physiologiquement le cœur ni anatomiquement. Mais mon médecin m'a clairement dit, pourquoi vous n'êtes pas venu? Je dis, mais pourquoi on m'aurait pas cru? Non, non, on aurait appelé la police, porté plainte, parce que c'est non-négligence à une personne en danger, en fait. Mmh. Surtout que la personne est venue au cabinet. Et donc, il sait qu'il doit pas faire, enfin, il sait ce qu'il doit pas faire, en fait, pour Ouais, qu'on, ouais, ouais. voilà. Et du coup, en fait, c'est le fait que le médecin me dise, bon, en fait, vous serez venu, vous aurez pu porter plainte. Pour moi, c'était la moitié du traitement de la guérison. Mmh. Et qu'ensuite, ma psychologue, parce qu'en fait, cette personne-là a fait une attaque de panique, et j'ai trop vite fait une grande psychiatre qui est en France, enfin, très renommée, et même elle n'a rien vu, en fait. Elle n'a pas vu Mmh. la psychose de la personne. Et c'est que Mmh. quand les deux ont rassemblé les témoignages, qu'en fait, bah, elle m'a clairement dit, même une grande psychiatre n'a pas vu la chose, donc en fait, vous n'avez pas à vous C'est sentir fou, hein. coupable, parce qu'on vous Ouais, croit, c'est en fou. fait. Et c'est pas votre faute. Et moi, c'est le témoignage du médecin qui pour moi était très important, parce que pour moi, tout ce qui est cardiopathie, ben voilà. Et Mmh. que la psychologue me dise, une grande renommée qui va à la Mmh. salpêtrière, suivre des grands professeurs de neurologie, Bien sûr. n'a pas vu le gars, enfin, n'a pas vu la facette, pour moi, je me dis, OK, en fait, la culpabilité que je ressens là, c'est bon, et pour moi, Tu c'était vraiment guéris. ça qui m'a permis de vraiment de passer à autre Ouais, chose, et d'avoir un de déclic. guérir. Ouais, super. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, prenez vraiment des forces, parce que c'est force et courage, C'est ça. et trouver une oreille attentive. C'est ça, Et vous n'êtes pas seul. voilà, vous n'êtes Vous pas n'êtes pas seul. seul. Très Et, important. euh, et en tout cas, vous pouvez suivre Elena sur sa chaîne de coaching pour que votre voix C'est puisse ça. vibrer au plus profond de vous. Et en tout cas, Oui, on me trouve, ben, sur cette chaîne, vous trouverez mes témoignages. Et puis, si vous avez besoin d'aide, y compris Elena, si tu veux une aide c'est post-traumatique, gentil. Merci. post-situation compliquée, en tout cas, je suis là pour vous transmettre à bas la société, quoi. Révolution. En tout cas, merci beaucoup, Elena, pour ce témoignage très profond Avec grand plaisir. et très intense. Et Avec grand j'espère plaisir. que les messieurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et je suis aussi une porte-parole des messieurs, ils ont aussi Oui. des sacrés phénomènes qu'ils attirent, certains. Donc, c'est aussi pour vous, messieurs, si vous êtes, si ce témoignage vous touche et vous Ouais, ouais. voyez dans certains aspects, c'est vraiment libérez-vous. Et on ne peut pas vous obliger parce que vous devez prendre le mur comme enfin, chacune de nous a pris. Mais Mhm. en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Et puis, ben, au moment où vous êtes prêt à passer à l'action, vous n'êtes pas seul. Et puis, il y a de quoi. Enfin, vous avez où demander de l'aide. Et puis, on est là pour ça, quoi. Ouais, super. Merci encore pour ton Merci accueil et pour ton beaucoup. invitation. N'hésitez pas à suivre, on mettra sur le descriptif les liens de la chaîne d'Elena ainsi que mes liens ci-dessous. Et puis en tout cas, vivez à fond votre vie parce qu'on la vie ne dure qu'un jour. Oui, Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'il faut aller au-delà de la vie pour trouver la vie et l'amour. Ciao, ciao! bye!